D'où vient le racisme? Saison YMCA Pointe-Saint-Charles est un balado en co-création avec Mégaphone, le Y Pointe-Saint-Charles, l'Observatoire des profilages et l'École de travail social de l'Université de Montréal. Le Y œuvre auprès des jeunes de 12 à 17 ans afin de briser le cycle de la pauvreté par l'éducation. Il repose sur la conviction que chaque jeune et chaque communauté possède une force, une résilience et un potentiel extraordinaire. Ensemble, on réfléchit à la question scientifique, aux croyances, au savoir expérientiel. Bonjour, ici c'est Sophie. Et Anne-Marie. Vous écoutez D'où vient le racisme, 2e épisode. Bonjour, je m'appelle Hidayet. Bonjour, je m'appelle Dabi. Salut, c'est Ange Kelsi. Je m'appelle Sophie Ami Sultan. Je suis professeure à l'Université de Montréal et chercheur. Parler de racisme avec un groupe de 5 jeunes filles, âgées de 12 à 16 ans, de différentes origines, en un atelier de 2h30, c'est à la fois un privilège et un immense défi. C'est un privilège de créer cet espace où l'on peut parler librement d'un sujet aussi délicat que le racisme. Et un défi, parce que 2h30 pour aborder l'histoire du racisme et décortiquer les thèmes qui s'y rattachent, c'est court. Très court. La chercheuse Sophie Ami Sultan nous confie qu'elle enseigne normalement ce contenu en une session de 45 heures. Avant d'aller de l'avant avec nos discussions, quelques mots sur les recherches de Sophie. Mais je travaille surtout sur les enfants de migrants, c'est-à-dire peut-être les jeunes comme vous qui sont nés, dont les parents sont migrants et qui sont nés dans le pays d'arrivée des parents. Donc par exemple, qui seraient nés au Canada. On vous invite, auditrices, auditeurs, à découvrir par le fil de nos conversations les thèmes qui nourrissent le processus du racisme. Ces thèmes présentés en début d'atelier sont les suivants. Comment est né le racisme? Qu'est-ce qu'une identité? Un rapport d'oppression? Une microagression? Et comment se défendre contre le racisme? Les jeunes ont choisi comme premier thème les microagressions. Je pense qu'une microagression, c'est comme... ça se peut que c'est intentionnel ou pas. On ne peut pas envoyer une personne en prison pour ça, alors, vous voyez. On a demandé aux jeunes si le fait de toucher les cheveux d'une petite fille africaine était, selon elles, une microagression. Elles ont répondu que ce n'était pas un geste nécessairement méchant, que ça pouvait être motivé par la curiosité. Bref, on a eu toutes sortes de réponses, sauf un oui franc. La chercheuse, elle est catégorique sur la question. Une microagression, c'est une agression. Alors pourquoi on appelle ça micro? Parce que c'est pas visible souvent. C'est-à-dire que par exemple une agression physique, on va avoir un bleu, on va avoir quelque chose de visible, donc ça va être pris au sérieux. Mais une microagression, elle reste invisible parce que ça peut être très subtil. Ça peut être en effet, je touche tes cheveux ou je te dis la parole qui va te blesser. Je te dis une phrase qui va te blesser. Et puis, je peux ne pas m'en rendre compte. Donc tout ça, ça reste invisible, mais ça ne veut pas dire que la personne à qui on a fait cette microagression, elle n'en souffre pas. Et au contraire, elle peut énormément en souffrir parce que ça peut être récurrent, notamment dans le racisme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se reproduire souvent. Et pareil pour les personnes qui ont une identité, une identité de genre différente, qui n'est pas normée, c'est-à-dire soit homme ou femme, mais qui va être gay, par exemple, et à qui on va dire toujours les mêmes choses. Donc, on va toujours montrer sa différence. Et ça fait souffrir. Moi, je peux ajouter par rapport à ça qu'en effet, tu as raison, ça peut dépendre de la personne. Et puis, on peut parler de l'identité d'ailleurs après. C'est qu'on est tous singuliers, singulières, différents. Donc, on va réagir différemment. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, parce que moi je travaille aussi là-dessus, je travaille sur la santé mentale et les problématiques psychiques, c'est-à-dire inconscientes. Et que, par exemple, tu peux vivre des micro-agressions pendant toute ta scolarité à l'école, entendre des mots, etc. Tu peux penser que ça ne te fait pas de mal, mais à un moment dans ta vie, peut-être que ça va revenir quand tu seras plus vieille. C'est-à-dire que ça fait son chemin. Tout au long de ta vie, tu vis des choses. Nous, on le voit aujourd'hui dans nos recherches, parce que je travaille beaucoup sur les parcours de vie, et j'ai des personnes qui, à 30 ans, 40 ans,
euh, s'aperçoivent de tout ce qu'elles ont vécu et comment ça a été dénié par les autres, invisibilisé, et elles souffrent aujourd'hui de ça. C'est un savoir précieux ici qui nous est transmis. En comprenant les impacts, on comprend qu'il ne faut pas croire qu'une microagression, c'est anodin. Il ne faut pas banaliser les gestes ou les paroles blessantes, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître. Le thème suivant a été choisi par Ange Kelsey. Comment se défendre contre le racisme? Je pense pas que j'ai vécu de racisme dans ma vie, mais j'ai vu ça arriver. Et si ça m'arrivait à moi, je ne saurais pas vraiment quoi faire, comment me sentir. Alors, je veux juste savoir comment les autres se sentent quand ça arrive et comment ils se défendent comme ça. Moi, en fait, pour ta question, en fait, ça, c'est mon opinion. Genre, en fait, en vrai, si ce n'est pas par la politique, on ne peut pas vraiment se défendre vers le racisme. Genre, imagine, il y a une personne qui t'insulte. Toi, tu vas pas, genre... Il y a des gens qui peuvent, genre, répliquer, tu vois, mais en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, genre, tu peux pas vraiment répliquer. Ma réaction, personnellement, je répondrais par la violence. Personnellement, parce que déjà, quand on insulte quelqu'un, parce que le point faible des Noirs, c'est genre le racisme. Et quand quelqu'un te traite déjà de ce qui est déjà ton point faible, là, ça déclenche quelque chose en toi et là, tu t'énerves. Si tu te défends en mode en insultant et tout, ben la personne elle aura encore plus de préjugés et elle va plus se dire ah eux sont des personnes agressives et tout et ça peut se retourner contre toi alors que de base t'as rien fait. Donc moi je sais que c'est pas bien, mais genre juste ignorer, même si je sais que c'est pas bien, genre faut réagir, mais dans tous les cas genre ça va rien changer, on va dire. Insulter en retour ou ignorer les insultes, on en débat un peu, mais le fond de la question, ou le début de la réponse, c'est à travers l'histoire du racisme. On écoute Sophie là-dessus. Comment le racisme a existé? Déjà, le mot race a existé il y a très très longtemps au Moyen-Âge, où il était utilisé pour différencier les personnes qui avaient des privilèges, donc les nobles, et ceux qui n'en avaient pas, c'est-à-dire le peuple. Donc là, on ne parle pas de couleur de peau, rien, hein. Donc, être né de bonne race, ça voulait dire avoir des privilèges et être noble, etc. Okay, donc ça, c'était il y a très longtemps, au Moyen-Âge. Donc, on est vraiment, disons, au 15e, 14e siècle, etc. Et puis, après, ce mot a été réutilisé plus tard par les premiers scientifiques, disons, les débuts de la science, où les gens ont commencé, donc ça c'était après, vers le XVIIIe siècle, où des personnes sont parties à l'autre bout du monde, découvrir des peuples, et ont commencé à classifier les humains selon leurs différences, hein. Et ils ont créé des catégories raciales, et plus tard, on a appelé ça la science des races. C'était de dire, il y a des races inférieures. Okay. Par exemple, si j'ai un gros crâne, si j'ai un nez comme ça, etc., que je ne ressemble pas à une personne blanche, eh bien, je suis en bas de la pyramide. Si j'ai la peau noire ou la peau jaune, je serai une personne inférieure par rapport à des personnes blanches. Et ensuite, le racisme s'inscrit dans tout ce processus de hiérarchisation des peuples. Okay, et ça a pris énormément d'ampleur à partir du moment où on a colonisé les pays, d'autres pays, des pays d'Afrique, des pays d'Asie, et on a exploité les populations pour aller prendre leurs ressources dans les pays. On les a mises en esclavage. Après la Seconde Guerre mondiale, on a découvert l'ADN. Vous connaissez ce que c'est que l'ADN? Okay. Et l'ADN, la découverte de l'ADN, donc l'avancement de la biologie, a montré que tous les êtres humains étaient de la même race. Il y avait une seule race humaine. Okay, donc il n'y a pas lieu de différencier les humains entre eux. Et pourquoi on est différents, etc., c'est lié à notre environnement, notre histoire, là où nos ancêtres ont vécu. Ça a fait qu'on a une couleur de peau différente, on a des cheveux différents, on s'est adapté à notre environnement. Et donc, malgré ça, malgré le fait qu'on a montré qu'il n'y avait qu'une seule race humaine, aujourd'hui, le racisme perdure. Ce qui fait que cette histoire de racisme, c'est resté
dans l'histoire des humains et qu'ils ont continué, notamment les personnes blanches qui avaient le pouvoir, à utiliser cette question de racisme pour inférioriser des personnes, continuer la colonisation, continuer à exploiter des pays comme l'Afrique, qui a beaucoup de ressources, ou l'Asie. Donc c'est comme aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, mais ça continue en fait. Puis il y a des gens qui ont gardé cet imaginaire, et du coup, quand on est différent, qu'on n'est pas blanc, qu'on est noir ou asiatique, ou on a les yeux bridés, ils vont croire qu'on est inférieur. Mais en fait, c'est faux. Donc c'est ce qu'on essaye de faire dans la recherche, c'est qu'on essaye de dire, tout ça, c'est, vous savez pas d'où ça vient, mais il faut apprendre à déconstruire pour voir d'où ça vient et pour comprendre que le racisme, ça doit pas exister parce qu'on est tous pareils en fait. Merci Sophie pour cette leçon d'histoire, c'est plus qu'éclairant. Et ça nous permet de revenir sur la question comment se défendre contre le racisme. Se défendre, on s'aperçoit dans les recherches qu'il y a des personnes, chaque personne va trouver sa manière à elle pour se protéger en fait. Donc parfois, heureusement, là depuis, je dirais, 2020, on parle beaucoup de racisme. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Il faut écouter des podcasts. Sur les réseaux, il y a des personnes qui en parlent, qui vont vous donner parfois des outils pour vous défendre. Alors c'est à force de lire, d'écouter, qu'on s'approprie des manières de pouvoir se défendre. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans le silence. Et ça, depuis, je dirais, des siècles. Mais par exemple, au travail, si on a une micro-agression, on ne va rien dire. Et on accumule le silence et ça fait souffrir. Et aujourd'hui, on essaye d'apprendre à... On fait même des groupes de discussion pour voir comment faire, comment toi tu fais, est-ce que moi je me sens à l'aise avec toi ce que tu fais, est-ce que je pourrais faire pareil. Donc c'est vraiment propre à chacun, puis il ne faut pas se faire violence. Si vous n'y arrivez pas, ça dépend de vous, mais c'est quelque chose qui va venir. Si vous y pensez, petit à petit, c'est quelque chose qui va venir. Mais c'est vous qui allez le construire en vous, votre manière de vous défendre. Donc il n'y a pas de solution en fait. On ne peut pas dire à quelqu'un fais ça ne va pas être possible. On comprend bien que la meilleure façon de se défendre, c'est celle qui nous fait du bien. Chacune va trouver ses trucs pour aller mieux, et ces trucs sont tout aussi valables les uns que les autres. Sophie a mentionné qu'on parle davantage de racisme depuis 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Le 25 mai de cette année-là, George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, décède après avoir été immobilisé pendant de nombreuses minutes par des policiers de Minneapolis. Cet événement qui se déroule devant plusieurs témoins déclenche une vague de colère qui dégénère en émeute dans plusieurs villes des États-Unis et dans d'autres pays dans le monde. Vient ensuite l'intervention de Milka. Ça lui prend un certain temps à formuler sa pensée. Elle dit que ça la stresse un peu et ce qu'elle va dire à la chercheuse. Comme vous apprenez à nous défendre contre votre propre race. En tout cas, c'était très intéressant. Et franchement, tu as très bien fait d'en parler parce que ça soulève aussi des questions de communauté. Je pense qu'en effet, chaque communauté a son histoire. Je pense que moi, je ne suis pas noire et je ne peux pas comprendre le racisme envers les Noirs, mais je peux comprendre le racisme parce que moi, je l'ai vécu depuis que je suis petite. J'ai vécu dans des campagnes, j'habitais en France, mon père est vietnamien, et quand je suis arrivée dans la campagne où il n'y avait que des Blancs, j'ai été harcelée, j'ai été rackettée, on me traitait de chinoise, je n'avais pas d'amis. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille là-dessus, parce que ça m'a suivie. Je pense que jusqu'à 12-13 ans, je n'avais pas d'amis. Donc je pense que, voilà, je peux comprendre ce que c'est que le racisme, mais je ne sais pas ce que c'est qu'être noir. Je travaille avec les communautés asiatiques, c'est pour ça que je travaille avec les communautés asiatiques, parce que je peux comprendre ce que c'est qu'être asiatique, mais pas tous les Asiatiques, les Asiatiques d'Asie du Sud-Est. Racketter, ça veut dire qu'on me menaçait pour que je ramène des choses, des bijoux, des trucs comme ça, enfin voilà, quand j'étais petite. Non, je l'ai pas. J'ai ramené des bijoux en plastique et on me demandait de ramener des bijoux en or. Mais j'avais tellement peur que j'avais demandé à ma mère et puis et j'osais pas dire à ma mère que j'avais pas d'amis. Je pleurais quand j'allais à l'école et tout, mais j'osais pas lui dire. Et je lui avais dit, j'ai des copines, je voudrais leur offrir des bijoux. Je n'osais pas le dire.
Et donc, elle m'a dit, bah, offre ça. Donc, c'était des trucs en plastique. Et je me rappelle que ça n'avait pas plu. Donc, voilà. Bon, bref, c'est... Mais je veux dire, chacun a son histoire. On a fait la distinction entre racisme et ethnisme. Par exemple, entre les communautés asiatiques, il y a pas mal d'ethnisme, c'est-à-dire qu'il y a de sérieuses tensions entre, par exemple, les Cambodgiens et les Vietnamiens. Mais pour parler de racisme, il faut se ramener à la colonisation. La racisation vient des communautés blanches d'Europe. Ce qui nous ramène au prochain thème choisi par les jeunes. Qu'est-ce qu'un rapport d'oppression? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, d'actes aussi qui sont faits de manière inconsciente par des personnes blanches et qui vont blesser des personnes racisées et qui vont les opprimer, parfois sans s'en rendre compte, avec des petites phrases, par exemple. Nous, ce qu'on voit, on a fait des consultations auprès de jeunes dans les établissements scolaires et à l'université. Par exemple, juste le fait de dire à un élève oh, mais j'arrive pas à prononcer ton nom, donc je vais t'appeler différemment, par exemple. Oui, mais ou alors oh, ben, je le prononce pas parce que j'arrive pas à le dire. Donc ça, c'est une forme d'oppression qui est récurrente que les personnes vont vivre. Parce que quand tu es élève et que tu as un prof qui dit ça, tu vas pas oser lui dire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de pouvoir dans la classe. Hein. Il y a tout un univers très peut-être plus angoissant pour la personne de se manifester, de se faire remarquer aussi par les autres élèves. Donc c'est une forme d'oppression parce que tu restes seul avec ça. Hein. Donc ça s'inscrit aussi dans la racisation que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est des habitudes qui viennent d'un héritage colonial, d'un pouvoir qui fait que on s'en fiche de ce que la personne racisée va vivre. Et puis c'est moi qui décide que je ne vais pas prononcer son nom. Et si on inverse la chose, est-ce que la personne blanche le vivrait bien? Si par exemple un professeur essaie de dire le nom de famille d'un élève ou juste le nom et qui n'est pas capable de prononcer, je trouve pas que c'est une chose mal de dire. En fait, ça dépend de ce que la personne pense en disant ça. Parce que mon professeur de maths a un nom de famille vraiment long. Elle a demandé aux élèves de juste l'appeler Madame A parce qu'elle savait que les élèves d'avant avaient genre des problèmes à prononcer son nom de famille. Mm-hmm. C'est elle qui l'a dit. Mm-hmm. C'est elle qui l'a demandé. Donc il faut donner le choix à la personne. Par exemple, là, dans ce cas-là, qui est un vrai cas, c'est l'enseignante qui a décidé qu'elle ne prononcerait pas le nom, mais elle n'a pas demandé à l'étudiante comment on prononce ton nom. Il faut déjà lui demander et puis après discuter avec elle, dire moi je vais avoir du mal, alors est-ce que tu acceptes qu'on trouve un compromis? Il faut pouvoir discuter à la personne d'égal à égal et c'est ce qui ne se fait pas en fait. Dans la forme d'oppression, on décide pour l'autre comme on a décidé dans le passé avec la colonisation. On décide toujours pour la personne racisée, on ne lui donne pas la parole. Et c'est ça, en fait, qu'on essaye de changer aujourd'hui. Il faut considérer les rapports d'égal à égal. Je n'ai pas à décider pour l'autre. Je n'ai pas à lui dire ce qu'il faut faire. Je n'ai pas à toucher ses cheveux s'il ne veut pas. Et je dois lui demander, en fait. Voilà. Toucher les cheveux. Non, c'est une vraie question. Tu veux me toucher les cheveux à moi? Ah bah oui, tu peux. Oui. Alors la blague, l'exotisme, tout ça, c'est du racisme. C'est-à-dire que, par exemple, associer, quand je parle d'exotisme, hein, par exemple, tu dis à quelqu'un « Ah, je suis d'origine vietnamienne ». Et quelqu'un, la personne blanche en face de toi, elle va dire « Ah ouais, le Vietnam, oh, c'est un beau pays, les gens sont souriants, etc. » Ça, c'est une forme de racisme. Quoi? Microagression? Ouais. Pourquoi? Parce que ça renvoie à une image coloniale, des gens souriants, d'une homogénéité d'un pays, alors que les gens ne sont pas forcément souriants, qu'ils ont vécu plusieurs guerres, ils ont vécu des oppressions de la colonisation. Ouais. Et c'est associer quelqu'un, c'est enlever son identité et l'associer à une image exotique de la colonisation, des palmiers, etc.
La blague, c'est pareil. La blague, c'est une forme de microagression. Genre, je dis ça pour rire, mais ça se base sur des stéréotypes, sur des formes de différenciation, de discrimination, qui sont aussi inscrites dans ce processus colonial. Tout ça, ça vient d'il y a longtemps. Et comme tu disais, il n'y a pas de sens à ça. Sauf que ça maintient une forme de pouvoir pour les personnes. Ça reste un pouvoir. J'ai le pouvoir de rire de toi. J'ai le pouvoir de t'associer, je crois connaître ce pays, j'ai le pouvoir de t'associer à d'autres gens, aux palmiers, etc. Peut-être que moi, j'ai pas envie. Et ça fait partie du racisme. C'est une forme d'infériorisation. Et on parle aussi, par exemple, de personnes blanches qui vont se victimiser ou qui vont pleurer parce que tu vas leur dire, bah, j'aime pas ce que tu m'as dit. C'est raciste, et la personne blanche va se mettre à pleurer. Donc ça veut dire qu'on inverse les rôles. Finalement, c'est la personne blanche qui a fait la microagression qui va être la victime, donc il va falloir prendre soin d'elle, alors que finalement, c'est la personne racisée qui aura vécu la microagression, et c'est elle qui souffre depuis des siècles. Les jeunes s'étonnent de ce qu'ils apprennent à ce moment. Ça n'est pas évident de nommer les gestes ou les paroles racistes. Pas évident non plus de nommer les impacts qui sont liés au sentiment de rejet. Il y a des périodes dans nos vies où on est plus sensible au rejet. Ça vient ébranler le sentiment d'appartenance et cela amène inévitablement une dualité intérieure. En fin d'atelier, on se donne un moment individuel pour réfléchir à ce qu'on a aimé et moins aimé de l'atelier et à ce qu'on a appris. Ces réflexions, elles sont dites dans ce qu'on appelle notre Vox Box, cette boîte noire qui sert d'isoloir. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de mots. Genre comme l'ethnisme et tout, et genre je savais pas que en mode c'était juste les blancs d'Europe qu'on disait qu'ils étaient racistes. Genre on peut pas dire à un arabe qu'il est raciste, on peut pas dire à un noir qu'il est raciste, on dit qu'il est ethnisme ou je sais pas quoi là, parce que en fait c'est les blancs d'Europe qui ont inventé ça, donc voilà. Je sais pas si j'ai beaucoup parlé, je sais même pas si ça va être publié, mais bon. Allez, au revoir. Oh, oh wow. Oh, ok. Bon, ouais, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que la microagression, c'est genre que la microagression, ça peut être intentionnel ou pas intentionnel, et ça peut être vraiment de petites choses. On peut même pas le remarquer. Ça peut vraiment passer inaperçu. J'ai vraiment aussi aimé l'activité. L'environnement était calme, les gens s'écoutaient, les opinions étaient respectées. Il y avait de la pizza et c'était drôle. Genre, on se sentait pas comme si quelque chose de mal allait arriver si on allait dire quelque chose qui nous passait par la tête. J'ai beaucoup aimé la communication entre nous, qu'il y avait des gens qui s'étaient pas gênés de s'exprimer et de dire, et ben voilà, de s'exprimer. Ce que j'ai moyennement aimé, pas grand-chose. Et ce que je n'ai pas aimé, rien. Bah alors, ce que je n'ai pas, que j'ai moyennement aimé, il y a rien. Et pour ce que je n'ai pas du tout aimé, il y a rien. Je retiens vraiment beaucoup de choses aujourd'hui et qui sont vraiment éducatives que je ne savais pas avec l'école. Et je retiens aussi beaucoup plus de choses sur le racisme. Que maintenant je sais que c'est du racisme, alors que je pourrais dire aux gens que c'est du racisme. Ce que j'ai aimé beaucoup, ça a été l'ambiance, les échanges et toutes ces questions qui viennent à ces jeunes filles. Ce que j'ai aimé moyen, c'est le manque de temps. Et puis ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est que je me rends compte à travers tous les témoignages qu'on a encore beaucoup à faire, dans le sens où je m'aperçois que toutes ces questions de microagression sont encore bien présentes. Merci Hidayet, Amalia, Dabi, Ange-Kelsey, Milka et Rachel qui accompagnaient le groupe aujourd'hui. Merci aussi à Sophie Ami Sultan qui a bien voulu faire ce tour de magie de vulgariser le contenu d'un programme universitaire en un atelier de 2 heures. Nous la retrouverons dans un prochain épisode où on approfondira certains thèmes.
En attendant, on retrouve notre groupe la semaine prochaine avec qui on se questionne sur ce qu'est l'identité. On laisse les mots de la fin à Ange. Il y a un gars dans ma classe qui m'a intimidée. Il me traitait de tout nom. Il m'a dit « Ah, t'es une fille, t'es pas censée être aussi noire que ça. Ah, blablabla, t'es comme le charbon. Ah, tu sers à rien. » Et comme dans ma classe, tout le monde riait de moi. Et même une de mes amies m'avait dit que comme j'ai été emballée dans du papier pour les blancs qu'ils avaient fait, tu vois, pour Noël, les enfants qui ont fait des mauvaises choses, c'est comme ils reçoivent du charbon. Et comme mon amie m'a dit que c'était moi, j'ai été emballée dans du charbon pour les enfants. Et comme j'ai vraiment pas aimé ça. Les gens pensent que le racisme, c'est que pour les Noirs, alors que pas du tout. Il y a plein d'autres cultures qui vivent le racisme. Et comme je trouve vraiment que c'est un bon sujet, je suggère aussi que ça soit comme dans les cours d'apprentissage pour notre éducation. Parce que selon moi, c'est vraiment un sujet très important tout au long de notre vie. Alors, voilà.